la parole à notre collègue Philippe Jean-Pierre pour un regard d'universitaire sur la résilience. Merci Benoît. À ce stade, je ne sais pas si il y a encore un regard d'universitaire, puisque à la fois le petit film précédent et puis les deux précédentes interventions ont énoncé beaucoup d'éléments qui viennent plutôt compléter et apporter en tout cas de l'enrichissement à ce qui a été ce que nous avions prévu de poser. Donc je voudrais plutôt, si vous me l'autorisez, aborder cette présentation dont le petit film a été aussi une petite synthèse par une pré-synthèse comme vous me le proposiez et permettant de nourrir un trait d'union vers le débat qui sera ensuite ouvert avec le public. Parce que si nous reprenons ce qui avait été énoncé dans le petit film et permettant madame d'avoir au moins la nécessité de poser une définition, il faut bien qu'on ait un étalon de départ et c'est ce pourquoi nous sommes là également, parce que nous devons aussi, on va dire, dans le cadre de l'état de l'art, poser un point étalon permettant de nourrir les discussions et permettant ensuite aussi de confronter les points de vue. Et nul n'était l'intention, en tout cas, de devoir filtrer à travers quelques concepts et quelques éléments et de résumer une littérature ou en tout cas toutes les expériences que vous proposez, vous produisez dans le cadre de vos différentes fonctions. Mais en tout cas, de pouvoir, à l'endroit de toutes les présences dans la salle, avoir quelques éléments de repère. Et pour que cela soit posé d'une façon plutôt simple, sans pourtant parler de simplisme, que l'idée de résilience, qui encore une fois, on en discutait avec un collègue il y a quelques instants, n'existait qu'au niveau de la France dans le cadre du discours de M. Cyrulnik, et donc d'un coup devenu comme la bonne gouvernance au début du siècle, comme le développement durable au moment du sommet de Rio, tout d'un coup un mot qui traverse la France, qui nous traverse tous, on parle tous de résilience, un mot galvaudé finalement depuis maintenant 18 mois. Mais qui ni plus ni moins faisait référence ou essaie de faire référence à la façon avec laquelle, que ce soit pour la psychologie de M. Cyrulnik ou un territoire ou une organisation, la façon avec laquelle nous devons faire face à une situation inopérante, à une situation inopinée, à une situation hasardeuse. Et la façon avec laquelle nous devons faire face, c'est pas simplement, vous l'avez souligné, survivre, mais aussi maintenant se transformer et aborder le futur. Donc ça renvoie, comme on le dit, bien entendu, à toutes les dimensions de la capacité d'adaptation d'une organisation ou d'un territoire, et à la fois les présentations en amont et ce que vous nous avez apporté comme éclairage dans le cadre de vos retours d'expérience et de vos actions durant ces 10 derniers mois ont montré qu'il y avait bien entendu différents chemins pour nous conduire à Rome, mais en même temps, ce Rome de la résilience avec un grand R pour les deux noms nous amène à voir que c'est un enrichissement par ces différentes expériences. Et vous l'avez souligné, on parle de Rome, ça peut être un projet, on reviendra sur cette dimension, mais on parle bien entendu d'idée que s'il y a des outils qui peuvent se recroiser, ça dépend des territoires, ce qui s'opère à travers tous les territoires dans lesquels les administrateurs exercent leurs fonctions, ou sinon dans celui que vous avez souligné, madame, dans le vôtre, comme des territoires insulaires, ça dépend aussi du projet de territoire, et on reviendra sur cette notion. Notion de vulnérabilité, juste poser qu'effectivement, c'est pas simplement la façon avec laquelle je peux résister, mais on l'a bien vu, c'est une certaine forme de fonction, ou en tout cas de mélange, de combinaison, de la façon avec laquelle d'abord ma situation est telle que est-ce que je suis plus ou moins dans une situation d'exposition à un risque, quelle est ma situation actuelle, et puis quelle est ensuite ma capacité à pouvoir ensuite m'adapter par rapport à cette exposition au risque. Et dès lors que cette notion de résilience est abordée et que je dois traiter de la situation présente, quel est mon degré d'exposition et en tant quelle est ma capacité à réagir, cela fait appel à différentes notions. Encore une fois, on précise ces définitions, mais comme pour pouvoir être des points de départ sur le plan technique, c'est-à-dire quelle est la capacité, quel est l'état des lieux de mes facteurs, de mes dispositifs, de ma situation décrite à travers tout un ensemble de facteurs clés de succès du territoire, me permettant de répondre présent. La dimension de la résilience écologique qui, elle, renvoie bien entendu à la capacité d'absorption du système. On ne renvoie pas uniquement aux dimensions de la forêt ou aux dimensions des derniers rapports, mais qui sont importantes, mais la façon avec laquelle nos territoires, qu'ils soient propres, ruraux ou urbains, on l'a bien vu dans les débats aujourd'hui de l'exode par rapport aux dimensions urbaines, comment nous pouvons, de ce point de vue-là, aussi caractériser les territoires de leur capacité à absorber ces chocs. Et puis la résilience évolutive,
L'idée n'est pas tant de survivre, mais de la capacité à aller plus loin, à se projeter. Vous l'avez dit aussi, c'est un positionnement par rapport au futur, et j'y reviendrai. Donc, la résilience et d'un territoire, c'est bien entendu aussi un mélange de ces trois types de dynamiques, et qui nous conduit avec la volonté de se dire, il ne s'agit pas de se dire, ça y est, nous avons résisté et nous avons survécu. Il s'agit aussi de, comme vous l'avez aussi souligné, l'instant d'après, au fait, what next, et qu'est-ce qui va se passer après, et nous rebondissons où. Il faut-il encore se réveiller avec les nouveaux logiciels, avec la capacité à répondre présent pour 2030, et non pas se dire c'est bon, on a survécu, on fait aussi bien que 2019. Cela nous renvoie donc à l'idée que ce qui nous apparaissait comme intéressant aussi, c'était pas tant la vulnérabilité, largement exposée, pas tant la résilience, largement exposée, mais de la façon avec laquelle nous pouvions passer de l'un à l'autre. Et donc, à travailler sur à la fois vos expériences, les initiatives prises, et aussi les dimensions de mesure, et donc à essayer de travailler sur quelque chose d'un peu plus fin qui s'appelle la capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation étant finalement de travailler sur l'ensemble des facteurs qui nous permettront de faire face aux vulnérabilités, de construire ces résiliences. Donc, bien entendu, il y a toute l'avalanche des initiatives, des actions prises sur le terrain, et c'est bien l'enjeu et la vocation des EIT de pouvoir, avec ces regards croisés, nourrir ces fertilisations croisées, nous permettant justement de penser de la pensée académique à la pensée opérationnelle pour travailler sur ces capacités d'adaptation. En se disant qu'on peut être à la fois, bien entendu, dans une simple logique de nourrir sa pensée vers le futur, être réactif, ou au contraire dans une dimension de proactivité, et de non seulement de penser à la façon dont je vais résister, mais aussi avec la façon à laquelle je vais aussi plutôt m'adapter au futur souhaité, à la nouvelle ambition. J'y reviendrai. Et puis voir la capacité d'adaptation comme étant un ensemble, travailler sur finalement ce catalogue de compétences clés, compétences bien entendu techniques, environnementales, physiques, mais aussi humaines et sociales, sur tous les liens, là aussi que vous nous avez soulignés. Dans cette démarche, de voir aussi la capacité d'adaptation comme étant quelque chose qu'on doit peut-être au fur et à mesure mesurer, observer. Madame, vous l'avez dit là également dans le réseau des ATF, de se dire qu'il faut à un moment donné peut-être aujourd'hui les collectivités sont assujetties de scoring du point de vue de leur solidité financière. Ok, leur résilience financière finalement. Quelle est ma capacité demain à faire face à mes engagements, à mes dettes? Et peut-être qu'il y a la nécessité aussi de mieux scorer, si on peut employer ce mot, si vous me pardonnez le jargon, la façon avec laquelle on pourra être résilient. Et donc c'est tout le travail que nous accomplissons également dans différents endroits et dans différents domaines de recherche pour essayer de mieux affiner ces thématiques sur les problématiques d'indicateurs de capacité d'adaptation. Ceci existe de façon relativement simple, mais ensuite quand on commence à les projeter, d'abord de les enrichir, et puis d'enrichir surtout le lien. Quand il s'agit de quantifier la façon avec laquelle les acteurs, ou de mesurer la façon avec laquelle les acteurs doivent être reliés, on l'a bien vu en France entre le pouvoir régalien, l'organisation régalienne de notre État, ou dans d'autres pays, il y a bien eu un débat à un moment donné sur est-ce que le modèle à la Suisse, à l'allemande ou à l'américaine, à un moment donné, pour gérer telle étape de crise, était-elle plus simple que la façon avec laquelle, le 12 juillet, finalement, le régalien a repris et nous a ordonné d'aller nous faire vacciner. Donc tous ces débats de bien mesurer ces liens sont aujourd'hui en mesure et permettraient d'apporter un éclairage et de faire bouger un peu les lignes et donc d'avoir ce score de quantifier la façon avec laquelle nous pouvons nous adapter. C'était donc ce qui nous avait été présenté en amont et puis comme vous m'avez aussi demandé, c'était de m'inscrire un peu dans ce trait d'union entre l'instant d'aujourd'hui et l'instant d'après, c'est-à-dire dans quelques minutes. Et si je pouvais, si vous me permettez, puisqu'il s'agit bien de vous apporter un peu une valeur ajoutée dans ce domaine, ce que je note, c'est que nous ne sommes pas tant éloignés entre le monde académique et le monde opérationnel, finalement, puisque mobiliser les concepts utilisés sous d'autres formes, mais je retrouve mes petits, même si vous les avez pas tous retrouvés à un moment donné. Mais j'y retrouve mes petits. Oui, d'abord parce que finalement, cela renvoie, quand on réfléchit à ces problématiques de résilience territoriale, donc la façon avec laquelle nous allons devoir faire face aux vulnérabilités, il y a d'abord de bien réfléchir sur l'attitude face à l'avenir. On sait que face à l'avenir, nous pouvons être à la fois dans le simplisme très uniquement réactif, sans renvoyer à l'histoire des petits cochons, finalement, je m'attends à ne pas avoir grand-chose, à me se dire, si le vent me balaye ma petite case en paille, je ne dois pas m'attendre à avoir beaucoup de succès. Est-ce que je dois simplement me focaliser sur la réaction? C'est peut-être ce que nous avions eu. Quand on observe certains territoires et certains secteurs, la façon avec laquelle ceux-ci ont été sidérés
là un moment de Mars en France ou dans le monde. Lorsqu'on critique aujourd'hui les mesures gouvernementales qui avaient été prises il y a 24 mois, on s'aperçoit qu'il y a une véritable sidération dans un certain nombre de milieux et de secteurs. Et puis on se dit, non, allez, une attitude plus évoluée consiste à être préactif. Ah, je sais que ça va arriver, et puis je me prépare, et donc je vais clouer mes planches s'il y a une tempête. Je vais maintenant former les gens, comme vous le disiez, et puis cela conduit sans doute à améliorer la pertinence et la performance, mais cela n'est pas encore suffisant. Et l'attitude peut-être face au futur qui nous semble être la meilleure, semble être la proactivité. Et dans cette démarche, la proactivité consiste non pas simplement à être réactif et préactif, mais aussi à pouvoir réfléchir sur le futur souhaitable. Et pour que le futur soit souhaitable, pour qu'il puisse être souhaité, et quel est le projet. Donc cela renvoie à cette notion de projet de territoire avec toute cette dimension humaine du faire ensemble et la façon avec laquelle nous devons concevoir ce projet, et puis ensuite, par rétro-planning, voir qu'est-ce que nous devons dès maintenant opérer pour justement, après tout, quel que soit ce qui se passera dans l'avenir comme autre événement sanitaire ou climatique, on a envie de dire, non, nous ferons face parce que nous aurons anticipé et pris les actions nécessaires. Donc, travailler sur cette situation, sur cette posture face à l'avenir, et donc là, travailler sur la capacité avec laquelle les territoires parfois peuvent être plus ou moins cigales ou fourmis, plus ou moins patients ou impatients. Et donc, cela renvoie aussi à tout ce travail sur la patte humaine d'une certaine façon et l'attitude. Est-ce que nous sommes une population qui aimons le risque ou pas? Deuxième élément, considérer, comme vous l'avez dit, que cette attitude dans le domaine de la résilience et de la vulnérabilité, mais en tout cas la résilience n'était pas que le domaine statique, puisque cela nous conduit à ne pas simplement travailler sur l'urgence et la façon à laquelle nous allons résister et réapparaître, mais aussi à nous projeter, à avoir une dimension de transformation, vous l'avez souligné, de nos modèles, de nos systèmes. Nous allons devoir donc revivre et réexister, mais d'une façon améliorée, en travaillant sur les enjeux futurs. Quand il s'agit de se projeter également dans cette troisième dimension, c'est considérer que nous avons à mesurer, donc c'est toute la notion de capacité d'adaptation que j'ai souligné, non pas seulement pour scorer d'une façon quantitative et inhumaine, ne pas exclure l'humain, mais travailler sur des indicateurs permettant justement de détecter ce qu'il nous manque. Car on a des briques, mais parfois c'est le lien entre les briques, c'est la combinaison, ce sont les gradients qui parfois nous font défaut. Et il est peut-être nécessaire là aussi d'affiner cela, d'apporter aux décideurs publics peut-être des moyens synthétiques qui nous permettraient de mieux mesurer à la fois la portée de l'action et, comme il s'agit de se projeter, de voir l'importance ou pas de tel et tel domaine. De travailler dans ces domaines de la capacité d'adaptation sur les problématiques aussi de subsidiarité, je ne sais pas si ce mot vous est familier, mais en tout cas cette idée que, vous l'avez dit, dans cette organisation territoriale, on a bien vu qu'on a réussi tout d'un coup à imaginer des nouvelles relations entre l'État et les pouvoirs locaux. Dans d'autres pays, ça s'est fait différemment, mais effectivement de le prendre toujours sous l'angle du positif, parce que la subsidiarité, c'est à la fois je viens faire ce que tu ne fais pas, et peut-être on peut le prendre au sens inverse, souvent on aime à le dire, ne pas faire ce que tu peux faire finalement. Et donc dans ce domaine des compétences, d'avoir vu que les territoires, il y avait des ressources au niveau des territoires, face à des compétences qui avaient été ou ignorées ou jusqu'à maintenant, on va dire bannies de par les différentes lois. Et là aussi, que c'était finalement sur un jeu du faire ensemble. Le faire ensemble, c'était pas qu'une solidarité citoyenne, mais c'était aussi une solidarité locale. Moi, je l'ai vu sur le territoire de La Réunion, lorsque toutes les collectivités se sont mises à mettre en place des plans d'intervention au service de l'économie. Et dans ce cadre-là, avoir une quatrième dimension, c'est que parler d'indicateurs, parler d'attitude face à l'avenir, cela ne peut pas être réalisé si nous ne sommes pas sur la réflexion autour du projet de territoire. Car ne pas l'écarter, il ne faudrait pas voir, vous l'avez dit, la résilience comme étant simplement une boîte à outils technique, technocratique, technologique pour passer l'orage, si elle n'est pas mise au service d'un véritable projet de territoire qui permet de nourrir finalement bien sûr la prospérité future, la façon avec laquelle le bien-être doit être considéré de la population. C'est ce pourquoi nous travaillons. Hein. Je veux dire, on n'était pas là pour construire des territoires qui vont, on va dire, dégénérer dans une forme d'entropie non contrôlée. Et surtout, on l'a bien vu, finalement, la crise dans les départements d'outre-mer, mais en tout cas sur le sud de la Réunion, la crise de la pandémie a été 18 mois après celle des Gilets jaunes, qui avait connu un peu quelques éléments, une acuité beaucoup plus prégnante et profonde. Et donc, ça nous a permis, en l'espace de 36 mois, d'avoir 2 crises successives qui nous ont clairement posé que ça serait dommage demain d'être l'île la plus verte, d'être l'île plutôt la plus smart technologiquement parlant,
si à terme il n'y avait plus de Réunionnais sur l'île. Hein. Donc en clair, c'est un peu comme l'île de Pâques, sans faire offense à l'île de Pâques, s'il n'y avait plus que une minéralisation des Réunionnais. Et donc faut-il encore qu'il y ait quelques Réunionnais qui existent demain. Donc l'avenir du futur se construit autour de l'être humain. Que devons-nous faire pour que l'enjeu démocratique, hein, ce lien qui a été reposé, puisse être refondé. Donc en clair, en mot de synthèse, de la synthèse, c'était de considérer que d'abord c'est une étude face à l'avenir, mais cette étude face à l'avenir doit bien entendu valoriser à la fois toutes les dimensions et expériences et mesures qui sont prises pour traverser l'histoire, parce que nous devons exister sur le plan technologique et la prospérité et l'économie, mais aussi faire en sorte que le nouveau contrat social, profiter de cet exercice pour que ce nouveau contrat social local, entre citoyens, entre institutions, soit repositionné, parce que cette première résilience, demain, ça sera davantage une résilience organisationnelle, humaine, citoyenne, démocratique, avant peut-être d'être une résilience technique ou technologique. Merci beaucoup, Philippe, pour cette intervention.